Bonjour très chers spectateurs, merci de nous avoir choisis auprès de vous pour suivre la session des questions-réponses avec notre très cher compatriote Gaël Clavis Johnson. Et je vous informe que notre compatriote Gaël Clavis Johnson est écrivain et auteur de divers ouvrages que nous essayerons de découvrir au cours de notre intervention. Bonjour, Monsieur Clavis. Bonjour. Soyez le bienvenu à cette interview sur la situation politique au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. Et nous parlerons de vos livres, ensuite nous établirons la liaison des contenus sur la République démocratique du Congo et la République du Congo. Encore bienvenue à cette session des questions-réponses sur le Congo. Merci, merci. Je rappelle que vous êtes un auteur et écrivain et vous aviez publié les livres Afro-démocratie, New African Order aux États-Unis sous les éditions Nova Science et Publisher, c'était en 2023. Tout à fait, oui. Un autre livre, Theory of Tribalism, sous les éditions Brill aux Pays-Bas. Et je dois préciser que vos livres sont académiques et scientifiques. Tout à fait, oui. Et permettez-vous que je puisse vous appeler Clavis? Tout à fait, c'est mon meilleur nom, c'est mon nom préféré. De toute façon, ça ne dérange pas. Mais pourquoi vous avez choisi ce métier d'écrivain et auteur? Alors, en parlant de métier comme tel, je dois le préciser, je suis enseignant, j'enseigne les mathématiques au collège supérieur. Et en même temps, je fais la recherche dans le domaine scientifique. Voyez-vous, c'est une question d'exprimer un peu mon esprit scientifique, à chercher un peu des solutions sur des problèmes que nous faisons face en Afrique, au Congo-Brazzaville, tout comme au Congo-Kinshasa. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, quand on arrive au terme des recherches, quand on est dédié à faire ce qu'on aime, et quand on a vraiment de l'estime, on finit toujours par écrire. Voyez-vous, c'est vrai que c'est pas la tradition des Africains, mais j'ai écrit pour essayer un peu de laisser une marque par rapport à mes découvertes, par rapport à mes opinions dans le contexte politique, scientifique, sur le Congo-Brazzaville, sur le Congo-Kinshasa et en Afrique en général. C'est à peu près cela. Alors, M. Clavis, vous êtes né à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, et nous sommes actuellement en Allemagne pour cette session des questions-réponses. Et ma première question est celle de savoir Afro-démocratie. Pourquoi un tel terme Afro-démocratie? Voilà, voyez-vous, le mot Afro-démocratie est un mot composé. Il y a le terme Afro et démocratie. En parlant d'Afro, je fais valoir les cultures, les valeurs africaines. Exactement. Et en parlant de la démocratie comme telle, le pouvoir du peuple par le peuple. Alors, je suis contre, je le dis ouvertement, je suis contre la démocratie libérale qui nous a été imposée en Afrique, par l'Occident, voyons. Nous savons bien les échecs de la démocratie. Ça ne marche pas au Congo, Brazzaville. Ça ne marche pas au Congo-Kinshasa. Ça ne marche pas partout ailleurs en Afrique. Alors, nous, en tant que la nouvelle génération des Africains, on en a vu, nos parents ont failli là-dessus. Nos aînés en politique ou encore en sciences sociales continuent de faillir dans ce contexte de la démocratie libérale. Alors, j'ai senti qu'il y avait l'urgence de concevoir un terme qui maintient le pouvoir du peuple par le peuple, mais en faisant vraiment valoir ce peuple-là comme détenteur du pouvoir, donc les maîtres des décisions de leur destin dans le pays. Mais en le faisant, il fallait aussi faire valoir les cultures africaines. C'est ce que la démocratie libérale a manqué dans la procédure. Ils n'ont pas fait valoir nos valeurs, ils ont juste imposé une idéologie démocratique, et enfin, ça ne marche pas. Nous avons des conflits internes, nous avons des conflits ethniques, tout ça à cause de la démocratie libérale. Alors, pour essayer un peu de remédier à cela, j'ai pensé à l'afro-démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple, mais tout en valorisant les valeurs, les cultures, les traditions de ces peuples africains auxquels on veut imposer ou encore suggérer la démocratie. Oui, mais c'est Clavis. Quelle différence faites-vous entre l'afro-démocratie et la démocratie comme telle? Voyez-vous, la démocratie, c'est réfléchi de l'extérieur. C'est une idéologie conçue de l'extérieur et qui est importée chez nous et peut-être bien forcée sur nous de l'accepter comme telle, tout en ignorant les paysages culturels, les paysages sociaux de nos États, de nos pays.
Mais quand je parle de l'afro-démocratie, je considère que un tel compatriote, avant d'être congolais comme tel, appartient à une certaine origine. Et cette origine ne peut pas être ignorée si on veut évoluer dans le contexte de nos pays. C'est là où je crois que la différence est aussi considérable entre l'afro-démocratie et la démocratie. Je veux considérer et valoriser la personne que je veux faire démocrate, que je voudrais être démocrate, et aussi respecter ses valeurs en même temps. Tandis que la démocratie libérale n'a pas considéré ces valeurs-là. Vous parlez du New African Order. Qu'est-ce que signifie-vous par là, New African Order? Alors ça, il s'agit bien du livre qui est sorti aux États-Unis, Afro-démocratie, New African Order. C'est évidemment en anglais, si je me permets de le traduire en français, c'est le nouvel ordre africain. Okay. Alors, en parlant du nouvel ordre africain, je fais tout simplement référence aux réformes des États africains. Vous comprenez que nos États ont été conçus à l'extérieur de l'Afrique sans la présence des Africains. Ça, c'est un échec qui nous rattrape. Ça, c'est une discrimination qui nous rattrape au jour le jour. On crée un pays, bon, pas peut-être ça, un pays, moi je prends le pays africain comme étant le rêve du colon. Okay. Il a rêvé sur le Congo et il a fait du Congo son rêve, mais dans le contexte mondial, il en a appelé pays comme tel. Alors, quand je vois le concept de New African Order, je crois que, et je voudrais aussi, dans la foulée, rappeler aux Africains que on ne peut pas évoluer si on ne procède pas avec des réformes de nos pays. Nos pays ont été conçus comme tels, sont nos avis, sont les avis de nos arrière-parents, évidemment, sont aussi nos avis. Et en maintenant ce pays dans ces contextes, nous souffrons, nous échouons dans le contexte ou encore dans le processus démocratique. Alors, pour faire avancer ce concept de la démocratie, je suis d'avis qu'il nous faut d'abord réformer nos pays. Il nous faut changer le visage de nos pays, le visage socio-politique de nos pays. C'est dans ce contexte-là que je parle du New African Order ou encore le nouvel ordre africain. Il nous faut un nouvel ordre social et politique dans le sens que on va mettre hors d'état de nuire tous les infiltrés. Je dis bien tous les infiltrés, que ce soit africain, que ce soit non-africain, tout celui qui est un infiltré sur nos terres sera exposé dans le contexte du New African Order ou encore le nouvel ordre africain. J'ai une question qui me revient en tête. Quel est l'impact? Quel est l'impact d'afro-démocratie en Afrique? L'impact de l'afro-démocratie, c'est qu'on retourne le pouvoir aux ayants droit. On retourne le pouvoir aux peuples africains comme tels. Nous avons des peuples au Congo, Brazzaville, nous avons des peuples au Congo, Kinshasa, des peuples qu'on croit être sous un régime démocratique, tandis que nous le savons tous qu'il n'y a pas la démocratie au Congo. Alors, ce peuple-là, qu'on croit avoir le pouvoir, selon les contextes de la démocratie, n'a réellement pas le pouvoir. Okay. Alors, l'impact de l'afro-démocratie, c'est que si aujourd'hui on décide comme option l'afro-démocratie et de l'implémenter dans nos pays, en ce moment-là, le peuple africain, le peuple congolais aura le pouvoir décisionnel dans sa main. Évidemment, quand il s'agirait de faire démissionner un leader politique, ce peuple va se prononcer et ce leader va démissionner. Quand il s'agira de décider sur un avenir économique beaucoup plus inclusif, ce peuple décidera et cela sera fait. C'est de ce pouvoir que je suis en train de parler et non dans le contexte des pays africains quand le peuple ne veut pas d'un leader parce qu'il est voleur, parce qu'il est assassin, parce qu'il est sanguinaire, parce qu'il est étranger. Ce même leader se maintient dans ce poste et quelquefois il fait semblant d'organiser un référendum d'ailleurs truqué d'avance et on appelle le peuple d'aller voter, le vote qu'on ne va pas compter dans la transparence, tout cela pour se maintenir au pouvoir. Et on dit que c'est le peuple qui a voté. Et on dit que c'est le pouvoir du peuple. Ça, c'est un mensonge que nous, aujourd'hui, on ne peut pas accepter. Nous ne sommes pas ces Africains-là, aveugles, incapables de voir la réalité. Donc, tout ce qui nous fait échouer dans ces contextes politiques, dans ces contextes sociaux, on veut bien l'écarter. Et c'est cela l'impact de l'afro-démocratie dans nos pays. Retourner le pouvoir aux ayants droit. Ce peuple africain qu'on a longtemps menti, qu'on a longtemps fait entendre dans le monde que voilà, ils ont voté un président, c'est le choix du peuple, tandis qu'au fond, ce n'est pas le choix du peuple, c'est le choix du colon. Ça, on le sait.
La forte démocratie est une chicotte contre le colonialisme. Donc, il y aura d'impact. Ça, ça me fait pas mâcher les mots. Oui, M. Clavis, quelle est votre pensée concernant les tribalismes? Ah, en parlant du tribalisme, ça encore. Le tribalisme. Ah, ça, je sais que je vais essayer un peu d'aller à l'encontre de ce qu'on connaît, de la connaissance que nous avons sur le tribalisme. Ça a toujours été le cas. En grandissant, on nous a fait entendre que le tribalisme était quelque chose de mauvais. C'était une attitude sociale inacceptable. Et voilà, il fallait donc lutter contre le tribalisme. C'est ce qu'on nous a fait entendre depuis toujours. Okay. Mais en faisant des recherches, je me rends compte que le tribalisme, c'est l'identité de la personne. Avant d'être une république, selon le rêve colonial, nous avions été des tribus. Et si nous avions été des tribus, ceux qui habitaient les tribus, comment devaient-ils être appelés? S'il faut prendre ces contextes. Okay. Si j'habite le Congo, on m'appelle Congolais. Okay. Mais si j'habite une tribu, comment est-ce qu'on va m'appeler? Voilà, c'est tout à fait clair. Donc quand je prends un peu ce contexte, dans la réalité, être tribal, selon les origines des Africains, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, on nous parle du tribalisme comme étant une contre-valeur dans les contextes de la République. Évidemment, il y a comme un affrontement des deux idéologies. Il y a une idéologie coloniale qui veut maintenir la République. Donc, il faut effacer tout ce qui est tribal. Et il y a le contexte universel des Africains qui ne veulent pas se séparer de leurs racines originaires et qui maintiennent toujours leurs valeurs culturelles tribales comme telles. Et ça ne commence pas par moi, ça ne commence sûrement pas par vous, ça commence par le président de la République. On en a vu le même président qui fait appel au peuple de ne pas être tribal. Ce même président agit en fonction du tribalisme. Il va nommer ceux qui sont proches de lui dans des postes clés. Voilà, ça a toujours été le cas. Quand Kabila était au pouvoir, on a parlé des Swahili qui régnaient, c'était leur époque. On a critiqué les Swahili de toute manière. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi est là-bas, ce sont les Baluba qui règnent. Quand les Souba étaient au pouvoir, à l'époque, c'était les Bakongo, les Babembe, les Nzabi, quoi que ce soit, qui régnaient. Aujourd'hui, on a critiqué... Hier, tout d'abord, on a critiqué les Souba sous le contexte du tribalisme. Et voilà, les Souba est parti, ça soit arrive... C'est le même phénomène qui se répète avec des Mboshi, on parle des Mboshi de partout. C'est une nature tout à fait universelle et on ne peut pas s'en séparer. Pourquoi? Parce que c'est ça l'identité. Donc le tribalisme, pour répondre à votre question, ce n'est pas une contre-valeur. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est la réalité, mais ça paraît être comme une contre-valeur quand il faut faire valoir la République, quand il faut faire valoir l'État comme tel, c'est-à-dire quand il faut faire valoir la volonté du colon sur nous. En faisant valoir la volonté du colon sur nous, on doit donc considérer le tribalisme comme étant une mauvaise chose. Mais si aujourd'hui, j'ai une mentalité anticoloniale, alors tout au fond de moi, je comprends que le tribalisme n'est pas une mauvaise chose. Sauf que, pour faire valoir ce que je suis en train de dire, il faudrait procéder au séparatisme des valeurs. Le séparatisme des valeurs veut tout simplement dire il ne faudrait pas qu'il y ait un ressortissant, Congo par exemple, d'être au-dessus des peuples Ngala ou Luba, quelque chose comme ça là. Parce que dans le contexte tribal, un Mukongo, il faut le dire, dans les contextes de nos langues, un Mukongo vis-à-vis d'un Mungala est un étranger. Même si on ne veut pas l'assumer, culturellement, traditionnellement, c'est un étranger. Nous avons des valeurs différentes. Alors, quand un président qui est un Mukongo sort du rang des Bakongo pour devenir le leader de tout ce pays qui a une diversité culturelle, en ce moment-là, il y a un conflit. Il y a un conflit ethnique. Tout d'abord, du point de vue moral, il y a déjà un conflit. Voilà, c'était mon Congo qui est là-bas, c'était mon Luba qui est là-bas. C'est d'abord moral. Et à la moindre erreur, ça devient un conflit ethnique armé. On sait tous que le tribalisme est un médium de division sociale dans des pays africains. Appuyez-vous un tel contexte? Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux corriger au fait. Le tribalisme n'est pas un médium de division comme tel, à moins que ça soit influencé. C'est là où j'ai parlé de
respect envers le rêve du colon. Faire valoir la République. Quand on veut faire valoir la République, on veut donc respecter ce rêve du colon qui veut que la République du Congo soit comme telle, la République démocratique du Congo soit comme telle, avec des peuples diversifiés, mais qu'on doit appeler à s'unir. Mais comment est-ce qu'on peut s'unir tant bien qu'on ne peut pas s'écarter de nos racines, de nos valeurs ancestrales? C'est ça l'erreur. Donc, ce qui nous crée des problèmes, ce qui nous divise, ce n'est pas le fait qu'il y a un Congo, ce n'est pas le fait qu'il y a un Mongala, ce n'est pas le fait qu'il y a un Moulouba là-bas ou quoi que ce soit, ce n'est pas le fait qu'il y a un Mboshi là-bas. Ce n'est pas ce qui nous divise. Mais ce qui nous divise, c'est le concept du pouvoir. Okay. C'est la présidence, c'est la République. On se bat à cause du pouvoir. Qui va diriger qui va être au-dessus de qui? Et pourquoi lui? Parce que selon moi, je suis Congo, lui, il est Mboshi, il ne doit pas être au-dessus de moi. Du côté du Mboshi aussi, il est Congo, il ne doit pas être au-dessus de moi. Alors, quelle est la division? Quelle est la source de division? Ce n'est pas le fait qu'il est Mboshi, ce n'est pas le fait qu'il est Congo, ce n'est pas le fait qu'il est Luba, ce n'est pas le fait qu'il est Swahili. Mais la source de division, c'est quoi? C'est le modèle de la gouvernance, c'est le pouvoir, c'est la présidence. La présidence, c'est ça le danger. Alors, pour essayer un peu de rappeler, on nous dit que le malheur de l'Africain, c'est d'avoir rencontré la France. Ça, c'est une distraction. C'est une distraction. Si je me permets de corriger cela, je dirais que le malheur de l'Africain, c'est de ne pas avoir rencontré la France, mais c'est d'avoir accepté la présidence sur les terres africaines. Okay. Parce que s'il faut parler du rencontre avec la France, je vais prendre le Kenya, il y a le malheur là-bas. Je vais prendre le Nigeria, il y a le malheur là-bas. Mais où est-ce que le Nigeria a rencontré la France? Sur le point de vue colonial, le Nigeria n'a jamais rencontré la France. Okay. Le Nigeria a rencontré l'Angleterre. Okay. Mais pourquoi il y a le malheur là-bas? Donc, le malheur de l'Africain, c'est de ne pas avoir rencontré la France. Ça, c'est faux. C'est une distraction. Je dois aller droit au but et le préciser que le malheur de l'Africain, c'est la présidence. C'est la présidence qui nous divise. C'est la présidence qui nous appauvrit. C'est la présidence qui nous pousse à s'émigrer. C'est la présidence qui nous tue à l'est là-bas de la République démocratique du Congo. C'est à cause de la présidence. Okay. C'est ça notre malheur. C'est à partir de la présidence que nous sommes infiltrés. C'est à partir de la présidence que nos ressources sont pillées. Donc, le malheur de l'Africain, ce n'est pas la France comme telle, c'est la présidence. On doit toucher l'ennemi de doigt. Avant de voir l'ennemi à l'extérieur de nos pays, il faut le voir là, à l'intérieur. Et cet ennemi, ce n'est pas le président Sassou. Je ne les défends pas, hein. On n'est pas dans la même assiette. Okay. Mais je dis bien que notre ennemi, ce n'est pas le président Sassou. Ce n'est pas aussi le président Félix Tshisekedi. Mais notre ennemi, c'est le système dans lequel Sassou est en train de servir, ou encore Tshisekedi est en train de servir. C'est ça notre ennemi. Parce que s'il faut pointer sur l'homme, on peut bien dire Sassou quitté, Félix quitté, et on va les remplacer par qui? On va remplacer Sassou par qui? Par son fils? C'est pas moi, hein, c'est pas moi qui le dis, mais on l'a déjà appelé le voleur. Ok. On l'accuse déjà d'être un Rwandais. Ok. Et s'il est Rwandais, j'ai dit, mais s'il est Rwandais, avec tout ce qu'on connaît du Rwanda, alors s'il faut remplacer le fils de Sassou, s'il faut remplacer Sassou par son fils, ce qui veut dire on va subir le pire que ce qu'on est en train de subir sur Sassou. Ça, c'est réel. C'est mathématique. C'est scientifique. Finalement, il ne s'agit pas de l'homme, mais il s'agit du système dans lequel l'homme est en train d'exercer son pouvoir. Okay. Alors, si on doit pointer à l'homme, on sera distrait, on restera distrait. Mais s'il faut pointer à un système, en ce moment-là, on pourra parvenir à la liberté des peuples congolais et retrouver le contrôle de nos matières premières. Oui, mais c'est Clavis, dans votre livre « Theory of Tribalism », vous évoquez les contre-systèmes. C'est quoi ces termes sur la page 79? Ah, le contre-système, page 79, oh, tout à fait. Country-system. J'ai écrit des country-system, minority tribe. Je vais traduire ça. C'est comme le pays-système, la tribu minoritaire. Je crois que j'étais aux Pays-Bas quand j'ai écrit ce chapitre. Okay. Voilà, donc j'ai essayé un peu d'interroger mon esprit. J'étais en train de chercher le concept. L'idée était là, mais je ne savais pas quel titre donner. J'ai interrogé l'esprit autant de fois, mais je n'ai pas parvenu. Et finalement, bon, j'étais obligé de décider de nommer ce chapitre comme étant des Country System Minority Tribe. Alors, ça veut dire le pays système, la tribu minoritaire. Ah, Monsieur Fernando, voyez-vous nos pays africains comme tels? Moi, je les considère comme étant un système. Le système, du point de vue scientifique, matériel, s'il faut le dire,
obéit à celui qui l'a conçu. Aujourd'hui, celui qui a créé une machine, peut-être à écrire, l'a maîtrisée au premier avant toute autre personne. Okay. Donc, c'est un système que celui-ci a créé et il était le premier à le maîtriser. Donc, le système obéit à celui qui l'a conçu. Nous avons des pays africains. Dans chaque pays africain, s'il faut voir tout autour de nous, il y a une minorité, il y a une tribu minoritaire. Et cette tribu minoritaire, s'il faut remonter les arrière-parents de cette tribu, ils ne sont souvent pas originaires des terres où elles sont, ces tribus-là, ces ethnies-là. Au Congo-Brazzaville, j'ai suivi pas mal de polémiques, j'ai suivi pas mal de débats, sans pourtant pointer à un tel groupe, mais on dit que voilà, les Mbushi ne sont pas originaires du Congo. Ça, c'est ce que les gens parlent. Quand je vois le contexte de la RDC, nous avons à l'Est, on nous parle d'un certain groupe de Tutsis qui sont là, et ça on le sait, ils ne sont pas originaires, en termes d'arrière-parents, ils ne sont pas originaires du Congo. En Afrique du Sud, on voit la minorité blanche qui est là. Au Nigeria, on parle des Fulani. Alors, quel est le rôle de ce counter-system, de cette tribu minoritaire? La tribu minoritaire comme telle, il ne faudrait pas que je sois mal interprété. Je suis en train de parler en termes scientifiques pour ouvrir les yeux des Africains et par la suite, s'unir pour voir comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Donc, la tribu minoritaire qui, dans les pays africains, n'ont pas leurs arrière-parents originaires de ces terres, sont des groupes d'individus placés dans ces pays, suivant la volonté coloniale, pour servir de déstabilisation contre les peuples originaires se réveilleront. Donc, ceux qui ont conçu ce pays-là savaient déjà que dans des années à venir, les peuples originaires se réveilleront et se révolteront pour réclamer leurs droits. Alors, pour empêcher cela, il fallait créer des tribus minoritaires. Donc, ce sont des groupes qu'ils ont apportés sous l'immigration de la colonisation et tout. On les a placés pour servir de rôle de déstabilisation quand ce moment-là viendra. Alors, de quel moment je parle? C'est ce moment-ci. L'Afrique se réveille. Alors, pour essayer un peu d'aller contre ce réveil de la jeunesse africaine, il faut créer le terrorisme. Alors, qui va servir du terrorisme? Il y a un groupe donné. Il faut créer l'insécurité dans le cas du Nigeria. Qui va servir cela? Les Fulani. Mais s'il faut voir le parcours des Fulani, ils viennent un peu vers l'Est de l'Afrique. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là-bas au Nigeria? Évidemment, il s'agit là de l'immigration au jour du colonialisme et tout. Ils se sont retrouvés là et finalement, c'est ce peuple-là que l'ennemi extérieur va soutenir pour créer l'insécurité, pour déstabiliser le gouvernement, pour attaquer le peuple autochtone quand ils se lèvent pour réclamer leurs droits ou encore pour contrôler leurs richesses ou encore leurs matières premières. C'est ça le danger que nous avons dans nos pays. Alors, quand j'essaie un peu d'énumérer cela, je ne dis pas d'aller faire la chasse au diable. Je ne dis pas aller tuer les Mboshi là-bas. Je ne dis pas aller tuer ces Tutsis là-bas. Je ne le dis pas. Je ne dis pas aller tuer les Fulani. Je ne dis pas aussi aller tuer la minorité blanche en Afrique du Sud. C'est pas ce que je dis. Mais je veux faire savoir quelque chose aux Africains, aux Congolais que nous sommes, que dans ce contexte-là, même s'il faut changer un président qu'on croit être dictateur, voleur, assassin, sanguinaire, lâche, peu importe comment on le qualifie, s'il faut changer un tel président, et le remplacer par celui qu'on croit être meilleur, aussi longtemps que nous avons un danger quelque part, ce président-là ne pourra jamais achever son rêve comme tel. C'est ça la réalité. Nous sommes au Rwanda, nous sommes au Congo, Kinshasa. Kabila arrive, il s'exprime comme étant un nationaliste. Mais à la fin, on utilise une infiltration rwandaise pour le déstabiliser. Et à la fin, il est assassiné. Et qui vient au pouvoir? C'est Joseph Kabila. Les origines de Joseph Kabila, il y a assez de polémiques là-bas sur Internet et tout, qui n'est pas originaire du Congo, voilà. C'est ça la réalité. C'est ça les contre-systèmes. Cette tribu minoritaire, quelque part dans le pays, ou ce groupe minoritaire qui n'est pas forcément originaire de ces terres, mais placé là-dedans pour déstabiliser le réveil patriotique des peuples autochtones. C'est ça la réalité. Alors, comment parvenir à cela? Comment parvenir à remédier à cela? Je veux dire,
Il nous faut donc parvenir au séparatisme des valeurs. C'est là où il faut faire intervenir la fausse démocratie. Parce qu'en parlant de la démocratie libérale, aussi longtemps qu'on fait passer le temps, nos pays seront de plus en plus infiltrés par l'ennemi. C'est ça la réalité. C'est vraiment intéressant. Monsieur Clavis, quelle est votre analyse sur la crise qui se passe à l'est du Congo démocratique? Cette crise, évidemment, c'est tout d'abord le facteur majeur de cette crise, c'est le contre-système que je venais d'expliquer. Une tribu minoritaire dont les arrière-parents ne sont pas forcément originaires de ces terres, et c'est ce groupe-là qu'on utilise pour déstabiliser le peuple autochtone. Là, à l'Est, nous avons cet outil-là. Il y a cet écrivain, Charles Onana, qui nous a expliqué comment ces Tutsis se sont retrouvés à l'Est de la République démocratique du Congo, juste après le génocide rwandais et tout. Donc, tout a été calculé bien avant. Tout a été calculé bien avant. Donc, c'est une forme d'immigration. Voilà, il faut introduire un groupe que j'ai appelé le contre-système. Comme ça, quand le peuple autochtone cherche à se réveiller, on peut utiliser ce groupe-là pour les déstabiliser. Ok. Alors, la situation à l'est de la République démocratique du Congo, tout d'abord, selon ma perception, je ne vois pas le Rwanda comme étant un pays fort. C'est quoi le Rwanda? C'est quoi le Rwanda? Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais soyons, tout d'abord, sur le plan géographique, c'est un petit pays. La guerre a vraiment pris beaucoup de temps. Non, ce qui fait la force de Kagame, c'est Tshisekedi. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait la force du Rwanda, c'est le gouvernement du Congo. C'est aussi simple. Nous sommes africains, nous sommes bantous. Nous avons ici un gouvernement à Kinshasa qui affaiblit son armée volontairement. Bon, bien que c'est aussi involontairement du fait qu'ils sont sous l'influence coloniale. Mais je dirais encore que c'est volontairement fait parce qu'il a autant d'options d'armer l'armée congolaise. Nous avons un grand pays, le peuple congolais, on le sait, on est courageux, on est combattant. Le peuple congolais comme tel, vous voyez, il y a une raison pour laquelle on est infiltré. Essayez un peu de nous clarifier sur ce point-là. Comment Tshisekedi c'est lui qui est à la base de tout ça? Mais voyez-vous, il s'est dit qu'il est le garant de la sécurité nationale. Mais on doit d'abord se poser la question, comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? Comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? Il a signé des accords suspects, des accords mystiques, si je peux utiliser ce terme, pour lui permettre d'arriver au pouvoir. Et quand il est arrivé, en ce moment-là, il est déjà affaibli. Parce qu'en Afrique, il n'y a aucun président qui prend le pouvoir s'il n'est pas criminel. Ça c'est un fait. On ne peut pas être président en Afrique si on n'a pas un casier judiciaire fourni, rempli de crimes et tout. C'est ça le premier élément de la faiblesse d'un président africain. À peine que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il y a déjà des scandales financiers et tout. Et ça, c'est déjà un crime. Voyez-vous, quand on doit parler de la sécurité, en ce moment-là, le tribalisme, influencé par la République, le colon savait déjà que s'il faut prendre un Luba comme tel, qui n'est pas de l'Est, en ce moment-là, une fois que l'Est sera attaqué, au fond de lui, il pourra se dire que voilà, je ne suis pas de l'Est. Ce ne sont pas mes parents. Ça, c'est logique dans le contexte tribal sous une république. On en a vu au Congo-Brazzaville, quand on a tué au sud, quand on a tué au Poul, ils se sont dit les Bas-Congo. Voyez-vous, c'est un langage clair qui dit que ce ne sont pas les nôtres. Donc on peut les assassiner, on peut les massacrer. Le ciel ne tombera pas. Il y a ces interviews où les gens ont dit que le ciel ne tombera pas. Ça, c'est la mentalité tribale, divisionniste, sous une république. C'est là qu'il faut parler du séparatisme des valeurs, de toute façon. Alors, Tshisekedi arrive au pouvoir, il n'est pas de l'Est, voilà, il y a moins d'importance de défendre ce peuple. Imaginons la situation où Tshisekedi serait de l'Est du Congo. Je ne pense pas qu'il aurait permis que Goma puisse tomber. Je ne pense pas qu'il aurait permis que ses parents puissent être assassinés. Donc, le colon a compris cela. Les accords qu'ils ont signés étaient bien ciblés dans le sens que il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui vient de cette région. Il ne faudrait pas que le ministre de la Défense aussi vienne de cette région. Il ne faudrait pas que le chef d'état-major vienne de cette région. Comme ça, on sera libre d'entrer, la porte sera ouverte. Pourquoi je dis que la porte soit ouverte? Imaginez un ministre de la Défense qui vient de Goma.
Imaginez un chef d'état-major qui vient de Goma. Ce dernier ne va pas permettre que la rébellion puisse entrer. Il est le chef des armées. Il ne va pas permettre que la rébellion puisse entrer. Tout ça, c'est calculé. On va toutefois en arriver. C'est mesuré. Oui. Qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement congolais pour l'arrêt de cette hémorragie? Pour arrêter cette hémorragie, comme j'avais commencé de répondre à votre question, le danger, c'est Tshisekedi. C'est lui la faiblesse. Moi, Rwanda, Kagame, tout ça, voilà, c'est des petits éléments. La solution, alors, la solution comme telle. Quelle est la solution? Que M. Tshisekedi puisse démissionner. C'est aussi simple que ça. Qu'il quitte le pouvoir et qu'il donne le pouvoir à un militaire révolutionnaire, nationaliste, anticolonial. Vous le croyez? Mais il y en a, il y a de ces militaires qui sont là-bas. Le Congolais est courageux, je l'ai dit. Il y a de ces militaires qui sont là, capables de mener ce combat et d'arrêter cette hémorragie aujourd'hui et pour l'éternité, s'il faut le dire. Tshisekedi, dans sa faiblesse, ne peut rien faire. Okay. Il ne peut pas défendre le peuple congolais. Si aujourd'hui il décide de commander certains armements sophistiqués pour l'armée congolaise, ça sera sa fin. On va l'éliminer, on va l'assassiner. Il n'est pas Jésus-Christ pour mourir pour les Congolais. Il n'est pas Jésus-Christ, soyons sérieux. Okay. Alors, Tshisekedi peut jouer à une stratégie. Voilà, je suis en train d'écrire un autre livre, si je peux me permettre de l'annoncer. Pas de souci. Defense Code 3113. Je vais traduire en français. Code de défense 3.11.3 pour les armées africaines. Je suis en train d'écrire sur certaines stratégies militaires pour défendre nos pays, les deux Congos et l'Afrique. Évoluez un peu pour la... Alors, je suis en train d'apporter un concept sur la défense, d'où la raison pour laquelle je dis Tshisekedi doit quitter. Qu'il joue à une stratégie. Il peut se faire un coup d'État s'il veut une stratégie. Il est dans une position de faiblesse. Il a mangé avec le diable. Il a mangé avec le Rwanda. Il a mangé avec tous ceux qui veulent du Congo, de leur minerai et tout. Il est dans une position de faiblesse. Mais il peut se faire un coup d'État. Il peut parler à un militaire courageux, patriotique, congolais de père et de mère et des ancêtres aussi, de prendre le pouvoir. Fais-moi un coup d'État, comme ça, voilà, tu prends le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Un bon matin, ce militaire arrive au pouvoir et annule toutes les institutions. Et tous ces accords de criminels seront aussi annulés. En ce moment-là, on va refaire toute la stratégie de la défense de la République du Congo. C'est là où ces infiltrés rwandais, qui sont à Kinshasa et à Brazzaville partout, vont commencer à faire leur bagage pour rentrer au Rwanda. Ils vont faire leur bagage le plus vite possible parce qu'ils auraient en face d'eux un militaire patriotique qui ne mange pas avec le diable de l'Occident. C'est ça la raison. Il y a encore une solution, il y a encore l'espoir. Tshisekedi n'a qu'à décider, n'a qu'à prendre une décision courageuse de s'éloigner avant de faire tuer autant de Congolais ou encore de finir assassiner lui-même. C'est ça la raison. Qu'il donne le pouvoir à un militaire. Ces deux Congos-là, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, méritent des leaders militaires patriotiques, révolutionnaires, pour chasser le Rwanda hors de ses terres ancestrales. C'est ça la raison. Qu'on ne nous parle pas des référendums. C'est quoi les référendums? On n'a pas besoin de ça. Nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués. Nous sommes infiltrés. Il nous faut un militaire à la tête de la RDC. Il nous faut à la tête de la République démocratique du Congo un militaire patriotique, plus qu'un Laurent Désiré Kabila. Ok. Quelqu'un dont la nature est un peu comme Mobutu, mais pas un républicain comme tel, c'est-à-dire quelqu'un qui mettrait les intérêts du peuple congolais, les deux peuples, en avant, tous les autres intérêts de ces Arabes, de tous ceux qui font la merde, le désordre dans les deux Congos. C'est ça la réalité. Ok, M. Clavus, comment faire asseoir l'afro-démocratie en Afrique? Voyez-vous, on nous a imposé un modèle de la gouvernance qui est exclusif, ça pour autant dire la vérité. On nous parle de la démocratie, on nous parle de la République, on nous parle de la cohésion nationale, on nous parle des gouvernements de l'unité nationale. Tout ça, c'est des mensonges. On nous distrait. Les Africains ne sont pas unis. Ça, on le sait. Les ennemis aussi le savent. Mais j'ai encore une vision qui me prouve que les Africains peuvent être unis, parce que nous avions été unis avant l'arrivée du colonialisme, pour autant le dire. Alors, cette union ne peut être achevée que si on procède par le séparatisme des valeurs.
On est divisé parce que nous avons ici un leader qui n'est pas du nôtre en termes de culture et de valeurs, mais qui nous impose ce qu'il faut faire. Il vient sur nos terres riches, il paye, il délègue les gens de sa tribu pour venir être des directeurs sur nos terres. C'est comme si nous, originaires des terres, on n'est pas assez éduqués pour prendre un peu ces postes clés et stratégiques de nos terres. C'est ça la division. Et quand ces gens-là viennent, puisqu'ils savent qu'ils ne sont pas originaires de ces terres, ils détruisent tout. Ils détruisent tout. Alors, étant originaires de ces terres, on ne peut pas supporter ça. On ne peut pas supporter de voir les forêts que nos ancêtres ont laissées être détruites parce qu'il y a une compagnie chinoise ou quoi que ce soit qui veut venir exploiter de l'or et tout. Voilà. Alors, comment asseoir l'idéologie? J'avance. Oh, mon cerveau est un peu élargi, voyez-vous. C'est le cerveau de l'écrivain, il faut comprendre. Alors, pour faire asseoir cela, comme je disais, donc j'étais en train de rappeler un peu la situation divisionniste au sein de nos pays africains. Alors, pour empêcher cela, il nous faut le séparatisme des valeurs. À quoi ça nous sert de nous haïr? Les Bakongo haïssent les Mboshi haïssent les Bakongo. Ça va nous conduire où tout cela? Les Baluba parlent du n'importe quoi sur les Bakongo, sur les Bangala. Ça va nous conduire où? Ça n'a pas d'importance. Alors pourquoi on est arrivé là? Parce que nous sommes tous sous le parapluie de la présidence. Mais s'il faut parler du séparatisme des valeurs, c'est-à-dire les Bakongo dans leur coin, les Mboshi dans leur coin, les Téké, ainsi de suite. En ce moment-là, on crée un système fédéral de la gouvernance du pays où chaque tribu ou chaque groupement ethnique sera représenté pour décider à l'unanimité. Donc, former en quelque sorte un collège de dirigeants, au lieu de parler d'un président de la République, d'une présidence qui, en quelque sorte, n'est que la force du colon. Je ne suis pas d'avis que nous ayons des présidences dans les pays africains. On n'a pas besoin du poste de président au Congo-Brazzaville. On n'a pas besoin du poste de président au Congo-Kinshasa. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes affaiblis à cause de la présidence. Donc, le contexte de la fausse démocratie suggère l'abolition du poste de la présidence. Mais évidemment, je comprends votre position. Ce que je veux dire, que avant de parler ce qui est extérieur, pensons d'abord à ce qui est intérieur. Nous sommes des peuples dans un pays, nous avons été marginalisés, nous avons été brutalisés, nous avons été massacrés. Avant de parler de celui qui est à la tête de tout, réunissons-nous d'abord. C'est ce qu'on faisait dans nos villages. Quand 2, 3 familles se battaient, selon les traditions des Africains, on se réunissait et on décidait ensemble. On doit se réunir, former un collège. Chaque groupement ethnique doit être représenté. Et en ce moment-là, on va décider ensemble. Donc, personne ne doit être au-dessus de l'autre. Alors, si on veut quelqu'un au-dessus, peut-être pour nous représenter à l'étranger, pas de problème. On peut nommer quelqu'un. Voilà, il y a un sommet à Addis Abeba. Allez-y. Quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas d'influence sur le pays. Il va là-bas au nom de la République du Congo, au nom de la République démocratique du Congo, assister à un sommet à Addis Abeba. Et par la suite, ils nous emmènent, quoi que ce soit, les décisions de leur réunion de distraction. Sachant que cet individu n'a pas d'influence sur le pays, personne ne va le corrompre. Personne. L'impérialiste ne viendra pas après lui. Les capitalistes ne viendront pas après lui. Pour dire que voilà, vous êtes le président là-bas, donnez-nous votre pétrole, on vous donne des millions de dollars. Et si les peuples se révoltent, massacrez-les, on va vous protéger. Il n'y aura personne de ce genre. Donc je parle d'un collège de dirigeants, un fédéralisme afro-démocratique. Je ne parle pas d'un fédéralisme occidental, parce que là-bas, il y a un leader à la tête. Je ne veux pas de ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait un leader issu d'une tribu donnée pour être à la tête des restes des tribus. C'est ça la division, c'est ça le népotisme, c'est ça tout ce qu'on connaît, voilà, les Baluba, les Mboshi et les autres là, c'est comme si ce n'étaient pas des citoyens. On doit éviter cela. Il y a encore de l'espoir où chaque département de la République du Congo, par exemple, peut avoir un représentant et que tous ces représentants-là peuvent s'asseoir en un collège et puis décider ensemble sur l'avenir du pays. Donc, il faudrait qu'il y ait une autonomie des départements. Il faudrait qu'il y ait une autonomie des provinces. Il faudrait qu'il y ait une autonomie des régions. Les Bakongo doivent se prendre en charge.
les Mboshi doivent se prendre en charge, les Baloubs aussi doivent se prendre en charge. Finalement, il y aura la répartition du budget national, peut-être à partie égale, à chaque département, et que chaque département puisse prendre son programme de développement ou que ce soit d'une manière autonome. En ce moment, vous remarquez, il y aura une concurrence au niveau du pays. Vous imaginez qu'un tel département du Sud est en train de prospérer, ceux de l'Ouest aussi vont, non, on doit faire comme eux. Et ceux là-bas, en un temps record, tout le pays va avancer. Alors, il n'y aura pas un groupe, soit des Bakongos qui vont dire, voilà, si l'éducation est détruite, c'est à cause d'Mboshi. Il n'y aura pas. Que voilà, s'il y a l'insécurité, s'il y a le chômage, c'est à cause... Non. On vous a donné le budget pour construire des écoles. On vous a donné le budget pour payer vos professeurs dans votre département. Alors, si l'éducation est détruite, c'est votre faute. Ce sont vos leaders dont vous partagez les mêmes valeurs. Voyez-vous, en ce moment, il n'y aura pas la division, il n'y aura pas de conflits ethniques, il n'y aura pas de distinction dans le sens qu'il est Congo, il est Mboshi, il n'y en aura pas. Dans le sens qu'il est Luba, il est Swahili, il n'y en aura pas. Il faut procéder à un séparatisme des valeurs. C'est dans ce contexte-là qu'on peut faire asseoir l'afro-démocratie. Et si on parvient à cela, tous ceux qui ne sont pas originaires de nos terres n'auront pas le moyen de le prouver. Parce que tous ces infiltrés rwandais sont protégés, non pas par nos chefs traditionnels, ils sont protégés par des politiciens, ils sont protégés par des présidents. Alors si aujourd'hui on retourne le pouvoir auprès de nos chefs traditionnels, dans le sens que chaque département est autonome, ces chefs traditionnels sauront que celui-ci n'est pas de chez nous, alors il doit dégager. C'est là où j'ai dit, ces Rwandais-là feront leur propre bagage et fuiront auprès de Kagame, que ça a chauffé là-bas. Ces peuples-là sont devenus de plus en plus intelligents et ils commencent à nous détecter sans même procéder à des vérifications biométriques. C'est aussi simple que ça. C'est la raison. Donc, il nous faut procéder à l'autonomie des départements, des régions, des provinces, et tel est le mécanisme pour faire asseoir la forte démocratie. J'espère que j'ai répondu à votre question. Hein. C'est ça la réalité. Mais M. Clavus, s'il vous plaît, c'est comme si l'afro-démocratie marche de pair avec l'idéologie de M. Mobutu, le retour à l'authenticité. Ah, M. Mobutu, vous parlez de M. Mobutu. Parce qu'il lui aussi a parlé du retour à l'authenticité. Alors, avant tout cela, je dois quand même faire valoir les esprits de ceux qui ont combattu pour nos terres avant nous. Je pense ici à Marine Ngouabi, c'était un esprit encore vivant, que le Congolais ne l'ignore pas. Okay. L'esprit de Marine Ngouabi est encore vivant, c'est encore errant, surtout le Congo. Ceux qui ont des yeux peuvent aussi le voir. L'esprit de Mobutu aussi, il y a pas mal de prophéties là-bas qui disent que non, il faut rapatrier les restes de Mobutu au Congo. Voilà, c'est ça la réalité. Ces gens-là étaient des voix qui n'étaient pas favorables à leur modèle de gouvernance. Je parle ici de la République. Mobutu a pensé sur l'authenticité des peuples africains et du peuple congolais en particulier, mais finalement, dans un contexte de la République, il n'était pas libre d'exprimer sa vision. Okay. Il était limité, parce que la République est conçue de sorte que tous ces peuples-là doivent être semblables aux Européens, des choses comme ça. Mais voici ici, en cravate veste, voilà, bon. C'est un modèle européen, mais cela n'affecte pas mon cerveau. C'est ça l'essentiel. Je peux m'habiller comme eux, mais mon cerveau reste authentique, africain. Mon raisonnement reste authentique, africain. Ça, personne ne peut corrompre cela. Alors, c'est à peu près ce qu'a été Mobutu. Mais dans sa position de pouvoir politique, dans le respect de la Constitution, de la République et tout, il n'était pas libre de faire valoir cela. Parce qu'on ne peut pas être authentique si aujourd'hui, dans mon authenticité, en tant que Luba, par exemple, je ne suis pas Luba, hein, je donne juste un exemple. En tant que Luba, par exemple, si dans mon authenticité, je n'accepte pas qu'un leader Swahili puisse être au-dessus de moi, alors s'il y a un président Swahili au-dessus de moi, alors je ne suis pas authentique. Parce que dans le contexte de la République, on veut qu'on le sache, quand c'est un leader Luba qui est là, ce sont les Baluba qui vont occuper tous les postes clés dans tous les pays, jusque dans mon territoire où je dois être authentique. Ça ne marche pas. C'est un échec. Si vous voulez que je sois authentique, alors laissez-moi prendre les décisions de ma terre, de mon ethnie, de ma tribu, de ma province, de ma région. En ce moment-là, voilà, je suis autonome. Alors Mobutu n'a pas parvenu à l'autonomie. Parce que s'il faut parler de l'autonomie de ces régions, alors on détruit la République. Alors en détruisant la République, c'est le rêve du colon qui est détruit.
Alors, le président est placé là-bas pour veiller à ce que ce rêve-là demeure. La République doit résister. Alors, s'il faut passer à des autonomies des régions, on détruit la République. C'était ça la faiblesse de Mobutu. Il pouvait bien penser à l'authenticité, mais cette authenticité n'était pas à son comble. C'était pas à la satisfaction de sa vision, du fait qu'il était président de la République dans la présidence. Monsieur Clavier, s'il vous plaît, vous m'excuserez pour cette question. Oui. Mais ça m'arrive, ça me revient toujours en tête de tout ce que j'ai en train que vous êtes en train de parler, de nous relater. Et si aujourd'hui, on vous choisit aujourd'hui comme président au Congo-Brazzaville, quel serait votre projet de société? Moi, comme président au Congo-Brazzaville. Excusez-moi du fait que je ris. Voyez-vous, dans ces livres, j'ai écrit contre la présidence. Je suis d'avis que dans nos pays, qu'il n'y ait pas de président de la République, mais que nous ayons un collège des leaders dans une authenticité, dans une autonomie, dans un fédéralisme afro-démocratique. Je précise, fédéralisme afro-démocratique. Il faut lire le livre pour comprendre ce que c'est. Alors, le président de la République est le danger, est la porte du mal. C'est une voûte de la destruction, la présidence. C'est un trou noir contre le progrès de l'homme noir, la présidence en Afrique. Alors, je me tiens contre cela. Je veux réveiller les esprits des Africains que aussi longtemps qu'on maintiendra la présidence et un président dans la présidence sur nos terres, on vivra le pire de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Nos terres seront infiltrées, on sera de plus en plus appauvris, les autochtones n'auront pas le droit sur leur propre terre. C'est ça, ça passe par la présidence. Donc en aucun cas, je peux me tourner contre moi-même. Je ne peux pas aller contre mes propres écrits. J'ai mis ça dans le livre qu'il nous faut fermer la présidence pour un nouveau modèle inclusif contre le colonialisme. Donc, je ne peux pas penser être un président de la République. Ça, c'est le premier cas. Alors, avant de parler du projet des sociétés, il faut d'abord qu'on ait un pays. C'est dans ce pays qu'on va appliquer le projet de société. Mais quand on voit nos pays, on n'a pas de pays. Pour qu'un pays puisse exister, il faudrait que le peuple soit commun. Il faudrait que le peuple soit commun en termes de culture et de valeurs. Il faudrait que le peuple soit commun en termes de politique, de vision politique. Mais quand on vient dans nos pays, il y a des peuples qui sont anti. Je dis bien, ils ont des visions anti-coloniales. Et il y a ces peuples qui sont là, prenez tout, prenez tout. De toute façon, nous sommes un contre-système. Nos arrière-parents ne viennent pas de ces terres ici. Prenez tout. Donc, comme tel, dans un soi-disant Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa, le peuple n'est pas commun en termes de vision politique. En ce moment, la définition du terme pays est un échec. Ça ne marche pas. Ça ne concorde pas. Donc, le pays comme tel n'existe pas. On n'a pas de pays. On n'a pas de pays. Et si on n'a pas de pays, alors où est-ce qu'on peut faire asseoir le projet de société? Voyez-vous, les politiciens ont été dans la distraction totale. Dans la distraction. C'est la raison pour laquelle aucun politicien n'a parvenu à faire asseoir son projet de société. Tous ceux qui sont passés là, tous ceux qui sont passés, que ce soit qu'ils ont reçu dans leur vote, que ce soit qu'on les a votés ou pas, tous les projets de société qui ont fait l'objet de leur campagne présidentielle n'ont jamais réussi. Avant de parler de l'homme, moi je vois le fait que le pays n'existe pas. Donc il n'y a pas de terrain où appliquer le projet de société. Il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle quand on établit un budget d'aller construire une école dans le sud là-bas, celui qui est en charge n'est pas du sud, il est du nord, il ne sait pas de quelle ethnie, il arrive là, bon, ce ne sont pas mes siens, ce sont comme des étrangers, ils volent l'argent, ils détournent tout. C'est simple, il n'y a pas de pays. Il y a le tribalisme influencé et finalement, il y a l'échec du projet de société. Je ne pense pas être président de la République dans ma vie, jamais. Et je conseille aussi la jeunesse africaine de ne jamais penser sur ça. Au contraire, de penser sur des mécanismes pour fermer la présidence. C'est parce que par là que rentre l'impérialisme. C'est par là que passe le
colonialisme. C'est par là que passe l'infiltration de nos terres, les Rwandais aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, tout comme au Congo-Kinshasa. C'est le pouvoir qui les a emmenés. C'est ça la réalité. Mais le peuple est contre cela. Ok. Et nous voulons savoir comment les gens qui nous suivent peuvent se procurer de vos ouvrages et surtout, surtout que ce sont des livres académiques. Ah, se procurer de mes ouvrages, si vous me permettez, vous parlez des livres académiques évidemment. Il suffit d'aller sur Internet, chercher le nom de l'auteur, Guy Clavis Johnson. Et puis, vous trouverez le livre. Dans le cas contraire, vous partez sur search.worldcat.org. Il y en a là-bas. Le livre est disponible. Au cas contraire, pour ceux qui sont dans des pays de l'Ouest, qui sont en train d'étudier dans les pays de l'Ouest, c'est aussi facile. S'il faut mentionner quelque chose, ça se trouve dans pas mal d'universités au travers le monde. Voyez-vous... juste un instant, si vous me permettez. Juste un instant. Alors, ça se trouve dans pas mal d'universités aux États-Unis. Ça se trouve dans des universités au Canada. Ici, en Allemagne aussi. Ça y est aussi dans des universités aux Pays-Bas, en Israël, à Dubaï aussi, il y en a. Ce livre sont même au Parlement de l'Union européenne. Voyez-vous, le Parlement de l'Union européenne s'est procuré ces livres pour ses parlementaires. C'est là où le président Sassou, le président Félix Tshisekedi doivent aussi permettre que ces livres-là soient dans les parlements du Congo, Brazzaville et du Congo, Kinshasa, pour permettre à ces députés aussi de se cultiver. Mais est-ce que ces députés-là aussi ont l'art de... Est-ce qu'ils sont curieux à la lecture, ces députés-là? Parce qu'apparemment, la plupart sont là pour l'argent. Hein? Ça, faut pas l'ignorer. Alors, ces livres sont disponibles partout, dans plusieurs universités. Il suffit d'aller sur Internet, voilà, chercher le nom de l'auteur et puis... vous aurez le livre à la portée des mains. C'est ça. Ok, votre dernier mot sur tout ce qu'on vient de dire. Voyez-vous, nous sommes en Afrique. Ce que je peux conseiller à la jeunesse africaine, c'est de se détourner des réalités coloniales qu'on nous a enseignées dans des écoles, qu'on nous fait avaler aujourd'hui, sous prétexte d'une loi, sous prétexte d'une constitution, sous prétexte d'une république, d'une fausse démocratie, parce que aussi longtemps qu'on défend ces valeurs, nous acceptons des anti-valeurs à notre propre compte. Nous sommes un peuple déterminé, nous sommes congolais, que ce soit de Brazzaville ou de Kinshasa, mais ce qui nous détruit, c'est le système. Alors, avant de voir l'homme qui est là, avant de voir Sassou Nguesso, avant de voir Félix Tshisekedi, il faut voir le système. Parce que même s'il faut prendre quelqu'un qui est sorti des meilleures universités de l'Europe, de l'Amérique, le mettre à la présidence, aussi longtemps que le système reste le même, ce monsieur-là échouera dans sa mission de diriger, que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit le Congo-Kinshasa. C'est là où je suis parvenu dans ma réflexion. Le Congo-Brazzaville, ou encore le Congo-Kinshasa, ne sera pas sauvé ni par celui qui va remplacer Sassou, ni par celui qui va remplacer Tshisekedi, ni par ses opposants politiques qui sont là. Il nous faut refaire tout le système de manière à balayer l'influence occidentale hors de nos terres. C'est ça la réalité. Si on ignore cela, cette même influence qui est là au travers des politiciens va nous détruire tel que ça se passe à l'instant. Alors, pour parvenir à la liberté et au développement socio-économique de nos pays, il nous faut l'afro-démocratie. Pour arrêter l'hémorragie à l'est de la RDC, que le Congolais choisisse l'afro-démocratie. C'est aussi simple que ça. Le Rwanda sera, pas en tant que peuple comme tel, mais le Rwanda hostile sera écrasé. Kagame hostile sera écrasé, aussi facile, juste en optant pour une idéologie anticoloniale, telle que l'afro-démocratie. C'est la réalité. Il y a encore l'espoir, mais on doit agir vite. On doit agir vite. Et cela n'exclut pas l'option d'une solution militaire. Il nous faut une solution militaire.
C'est la réalité. Ok, vraiment, je vous remercie et merci encore une fois. Merci à vous aussi. Okay. Merci.